progressive des vaccins infantiles, à ce jour dirigée contre 10 maladies graves inoculées avant l'âge de 2 ans. Sur un plan strictement épidémiologique, on ne peut échapper au lien historique entre la généralisation des vaccinations infantiles et la floraison des maladies virales, anciennes et nouvelles, qui devancent aujourd'hui largement les maladies bactériennes, devenues par ailleurs incontrôlables, par antibiothérapie. La corrélation pourrait n'être qu'une coïncidence, mais semble confirmer par nos connaissances nouvelles en immunologie, tout particulièrement l'immaturité et donc l'incompétence du système immunitaire dans les 2 années où se concentrent les primo-vaccinations. Jamais dans l'histoire nous n'avons connu une telle épidémie, terme inadéquate mais de plus en plus employée pour notifier une très rapide extension, de troubles psycho-émotionnels, de cancers, de malformations congénitales, de maladies géniques et auto-immunes, toutes caractérisées par la chronicité, l'incurabilité et pour la plupart l'absence de germes responsables. Si le lien entre survaccination et immunodépression est jugé abusif, une contre-preuve est donnée par l'état de santé tout à fait satisfaisant et le bon développement des enfants correctement éduqués et nourris, mais non vaccinés, et au-delà, par l'incroyable effet thérapeutique des méthodes homéopathiques destinées à effacer l'imprégnation vaccinale. L'isothérapie séquentielle du docteur Jean Helmiger est semble-t-il la plus efficace car elle tient compte de la chronologie des événements. L'utilisation de remèdes dilués et dynamisés fait disparaître des troubles fonctionnels parfois très anciens, tels que dépression, asthénie, insomnie, migraine, syndrome prémenstruel ou spasmophilie, qui forment de 50 à 80% des motifs de consultation en médecine générale, laquelle n'y apporte aucune réponse satisfaisante car beaucoup de praticiens n'écoutent plus la demande de l'homme malade. Le médecin se trouve ainsi confronté au malade qui n'a rien, c'est-à-dire rien de décelable par les examens courants qui s'adressent au seul corps physique. Pour un esprit rationnel, rien de décelable est vite confondu avec rien du tout. Et pourtant, la demande persiste, ce qui est profondément angoissant pour l'homme de l'art, qui va dès lors soumettre son patient à une pléthore d'examens complémentaires, de mesures et d'analyses destinées à déceler l'indécelable, découvrir enfin une cause acceptable, un microbe, un léger trouble organique, une infime lésion, un gène défectueux. Et ce qu'on ne peut découvrir, on est prêt à l'inventer ou à le créer, car la pensée est créatrice de la réalité et influe sur le cours du monde. Afin de répondre à la demande du malade qui n'a rien, le médecin n'a d'autre solution que de le rendre objectivement malade. Et l'homme en souffrance va participer à cette quête rationnelle d'une vraie maladie, homologuée par la faculté et les conventions socioculturelles, car c'est pour lui le seul moyen de bénéficier sans culpabilité des avantages liés à cet état médicalement correct, qui garantit assistance et considération de la part du corps social. Il va faire en sorte de réussir ses examens et laisser s'exprimer un germe pathogène ou une lésion organique, activer un gène défectueux. S'appuyant sur cette anormalité objective, le thérapeute va poursuivre l'induction de la maladie artéfacte par le diagnostic, asséné comme un coup de masse. Ah, cette fois-ci on y est, vous avez un cancer. La panique induite par le diagnostic et la promesse d'une chimiothérapie délabrante ne tardent pas à générer de vraies maladies, celles que l'on nomme à juste titre maladies de civilisation. Les médecines dites alternatives permettent d'atténuer la symptomatologie sans générer d'effets secondaires, mais ces thérapies s'avèrent de plus en plus incapables de parvenir à une rémission totale et définitive, obtenue parfois dans les jours suivant l'administration des isothérapiques vaccinaux. Si l'homéopathie fait ici la démonstration éclatante de son efficacité, il ne faudrait pas oublier pour autant que toute guérison vraie ne peut s'opérer qu'en relation avec le vécu du patient, biographique, mais aussi généalogique, vécu secret qui doit redevenir conscient et s'exprimer par des mots vecteurs d'émotion. C'est ce qui se produit au cours d'une thérapie séquentielle correctement conduite. Il serait pourtant dangereux de croire
que les vaccins sont seuls responsables de ces multiples désordres qui pourrissent la vie de nos contemporains. La surmédicalisation dès la naissance et jusqu'à la mort, l'absence ou l'insuffisance d'allaitement maternel, les états de stress et de déstress émotionnel, l'alimentation industrielle, les multiples pollutions, y compris audiovisuelles, l'ensemble de la chimiothérapie neuroleptique, hormones, stéroïdes, participent à l'effondrement exponentiel de la santé mondiale depuis 20 ou 30 ans. Comme nous l'avons suggéré, la politique vaccinale s'inscrit dans un contexte historique et culturel beaucoup plus large qui a favorisé son émergence et assure sa pérennité. Dans la floraison des maladies dites de civilisation, nous voyons émerger de nouvelles entités pathologiques pour lesquelles nous n'avons aucune réponse thérapeutique, et pour certaines aucune référence conceptuelle. C'est le cas des hépatites virales, des rétroviroses et des maladies à prions. Le sida émerge l'année même où l'OMS annonce l'éradication de la variole, dans le sillage des campagnes de vaccination systématique d'un tiers-monde exsangue, suite aux premiers essais d'immunisation contre l'hépatite B, de même que l'hépatite B s'est révélée à l'occasion des premières vaccinations contre la fièvre jaune. Avec le sida ou les hépatites, nous sommes confrontés à des virus classiques en termes de microbiologie, entre parenthèses pourvus d'un acide nucléique et d'une enveloppe protéique, mais dotés de plusieurs caractéristiques jugées impossibles car contraires au dogme il y a à peine 10 ans. Ce sont des infections chroniques. Leur présence dans l'espèce humaine date de moins de 100 ans et donc, coïncidence, ils ont émergé depuis la généralisation des vaccins. Certains sont capables de rétrotranscription, passage de l'ARN viral à un ADN proviral, puis d'intégration et de persistance dans les chromosomes de l'hôte, qui pourra dès lors les transmettre à sa descendance. Ils sont doués d'une incroyable variabilité génétique, qui est au contraire un monomorphisme pasteurien et rend la conception de vaccins plus qu'improbable. Ils ont une latence très longue entre l'infection et l'apparition de troubles visibles, parfois des décennies, alors qu'on pensait jusque-là que la durée d'incubation des maladies infectieuses très meurtrières ne pouvait pas dépasser quelques jours ou quelques semaines. Selon la version officielle, le VIH infecte et détruit les cellules clés du système immunitaire, lymphocytes T4, ce qui est en relation avec l'absence d'une immunité naturelle protectrice et donc une très forte létalité. À ce propos, nous retrouvons le même paradoxe qu'avec nos chevaux à sérum, la persistance de la maladie malgré de très fortes synthèses d'anticorps par les malades, ce qui laisse penser que les anticorps n'ont pas grand-chose à voir avec l'immunité. Or, toute la prévention vaccinale est basée sur l'obsession de voir apparaître ces fameux anticorps. Dernier point, fondamental, il s'agit de maladies qui impliquent une certaine responsabilité individuelle, qu'il s'agisse d'éviter ou non les comportements à risque, toxicomanie, d'utiliser ou non les moyens de prévention reconnus efficaces par la société, préservatifs, ou mieux, de tenter de résoudre les conflits majeurs qui sont toujours à l'origine des maladies les plus graves. Dévalorisation, solitude, humiliation, culpabilité, etc. Cet ensemble peu rassurant, qui caractérise les nouveaux virus, est axé sur la théorie officielle qui stipule que le VIH est la cause unique d'un syndrome complexe d'immunodéficience. Certains vont même jusqu'à affirmer, preuves à l'appui, qu'il s'agit d'une chimère, un virus fabriqué de toutes pièces par l'homme, échappé volontairement ou non d'un laboratoire civil ou militaire. Ou encore d'un virus animal non décelé dans certains vaccins fabriqués sur culture cellulaire, hépatite B, variole ou poliomyélite, qui, par mutation ou recombinaison, seraient devenus pathogènes pour l'homme. Quoi qu'il en soit, la réalité de ce syndrome amène à considérer officiellement le sida comme la maladie du siècle qui a révélé les dysfonctionnements de nos sociétés. La vaccinologie apparaît de plus en plus comme l'un de ces dysfonctionnements, parmi les plus graves. Nous ne ferons que citer les virus des fièvres hémorragiques, du type Ebola, car ils n'ont encore aucune incidence en Occident. Nous devons toutefois signaler leur virulence extrême, leur variabilité génétique,
probablement identiques à celles du VIH, leur possible aérosolisation, entre parenthèses transmission aérienne